Alors, bonjour, bienvenue à cette journée du Corpus Africana. Nous accueillons aujourd'hui en première conférence Madame Nadia Yala Kizukidi, qui est maîtresse de conférence en philosophie à l'Université Paris 8 et dont le titre de l'intervention est Miracle grec et Égypte philosophique, l'historiographie philosophique et le fétiche de l'origine. Donc nous vous souhaitons la bienvenue et sans plus tarder, moi je vais vous laisser avec... vous pouvez rester là. C'est gentil. Non, mais je vais peut-être me mettre là comme ça. Ah, d'accord. Je suis toute seule. Okay. Non, alors je reste là. Mais à côté du PowerPoint. Bonjour. Alors j'ai fait une vraie conférence de 40 minutes et j'ai vu l'heure, il est 8h30, donc j'espère que je ne vous perdrai pas en route. Et elle est très compacte, etc. Donc je vous souhaite un bon moment. Donc je voulais remercier juste avant de commencer Jean-Christophe Godard pour cette belle invitation au Corpus Africana, qui se fait en plus un moment un petit peu douloureux pour toute la communauté philosophique, puisque cela a été dit, mais nous venons de perdre un des éminents penseurs du XXe siècle, Fabien Ebousi-Boulaga, qui devait, je crois, inaugurer ce Corpus Africana. Donc j'aimerais, en commençant juste, lui rendre un hommage et lui dire que, vu qu'il a été extrêmement important, en tout cas pour moi, dans ma trajectoire philosophique, j'aimerais pouvoir lui dédier un ensemble de réflexions qu'il a de toute façon initiées. Donc, je le fais de manière extrêmement humble. Donc, je suis très contente de participer à ces conférences, quelque chose d'assez révolutionnaire, quand même, il me semble, dans l'espace universitaire et institutionnel français. Et j'aimerais continuer un petit peu ces pratiques blasphématoires de contestation d'institutions en revenant sur une réflexion qui peut sembler somme toute assez connue, assez ressassée, mais que j'aimerais prendre par un biais très précis, à savoir revenir sur la question du miracle grec. Juste pour votre gouverne, ça peut paraître un peu ancien, mais il y a 2 ans, en 2016, il y a tout un numéro d'un magazine très grand public, le magazine de Philosophie Magazine, qui avait justement consacré, en ramenant toutes les grandes éminences de la pensée française contemporaine, tout un numéro au miracle grec. Et c'est très intéressant de le lire, en fait, pour voir à quel point, à chaque fois, on avait toujours une certaine idée de la primauté et de l'antériorité civilisationnelle qui se jouait en Grèce. Et c'est précisément ces rhétoriques-là, en fait, que j'aimerais un petit peu faire dérailler. Donc, on pourrait penser, ou tenter même de faire l'histoire de la philosophie, ou peut-on penser l'histoire de la philosophie sans se poser la question de son origine, où l'origine, dans le champ philosophique, désigne un point de départ, un commencement, mais se rapporte tout autant à un milieu, à un lieu de provenance. Toutefois, quand on convoque l'idée d'origine, on le sait, les commencements originaires ne sont jamais empiriques et contingents, et le lieu de provenance n'est jamais accidentel. Une origine définit la matrice initiale qui commande l'apparition nécessaire des phénomènes en tel temps et en tel lieu. Et elle assoit donc un fondement, un principe génétique et logique, anhistorique. Donc quel récit impose-t-on quand on écrit l'histoire de la philosophie en la faisant remonter à ses origines? Et plus spécifiquement, quel récit impose-t-on quand on écrit l'histoire de la philosophie en l'enracinant dans ce qu'on nomme un miracle, et mieux en l'enracinant dans le miracle grec? Dans cette communication, j'aimerais faire jouer les temps et les lieux les uns contre les autres. Faire jouer la Grèce contre l'Égypte. Faire jouer les temps de la démocratie athénienne contre ceux de l'Égypte pharaonique. Pour multiplier, emmêler, désordonner les archives de la philosophie, renoncer à tout principe classificatoire et dissoudre la question de l'origine. J'aimerais donc me placer, pour reprendre les mots de Valentin Mudimbe, en état d'excommunication d'un certain ordre des savoirs et imposer donc une parole blasphématoire qui souille et outrage un système de foi. Et pour cela, je procéderai en 3 moments. J'ai fait un PowerPoint extrêmement élaboré que vous apprécierez. Donc pour cela, j'aimerais procéder en 3 moments qui seront les suivants. Le miracle grec, de quoi s'agit-il? J'aimerais ensuite vous raconter une histoire, l'histoire d'une métamorphose. Et enfin, je vous proposerai une lecture de Cheikh Anta Diop, mais non plus en archéologue, mais en cartographe. Voilà un peu comment s'organise mon propos. Alors, c'est quoi le miracle grec? Lisons les historiens. Donc, Jean-Pierre Vernant a écrit un texte très important, Les origines de la pensée grecque, et dans une conférence donnée en 2003, intitulée Les origines de la philosophie, il retrace, d'une certaine manière, la naissance de la philosophie, les conditions de sa venue au monde.
Et il nous dit que les conditions de la venue au monde de la philosophie permettent de savoir effectivement ce qu'est la philosophie. Le discours de l'origine est un discours donc de l'identité qui prescrit, qui norme et qui authentifie. On distinguera donc la vraie philosophie de la fausse, la vraie philosophie étant précisément celle qui recommence, reprend le geste des origines. Les historiens ont retracé justement la naissance, ou l'épopée de la naissance de la philosophie en Grèce. L'épopée donc du miracle. Il faut dater à la fois l'apparition d'une pratique, les conditions exclusives de son apparition, et repérer la date de naissance du signifiant par laquelle on la désigne, la date de naissance donc du signifiant philosophie. Quand commence le récit ? Le récit commence au VIe siècle, avant Jésus-Christ, dans la cité de Milet, avec les œuvres d'Anaximandre, Thalès et Anaximène. Ces œuvres sont les signes annonciateurs d'une rupture qui est aussi une naissance, rupture avec le langage des théogonies, qui marque la naissance d'un autre mode d'intelligibilité, où les dieux sont laissés à la porte. Chez les présocratiques, penseurs de la nature, les termes philosophe, philosophie n'existent pas. C'est dans un fragment attribué à Héraclite d'Éphèse que surgit le nom philosophos, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ. L'origine de la philosophie, ou l'origine de la philosophie, c'est-à-dire le seul nom philosophique d'où elle peut éclore, c'est la cité de Milet, où d'éminents savants, donc, vont développer toute une pensée de la nature, de la physique, déthéologisée. Et ce moment où l'origine devient pleinement transparente à elle-même, c'est au 5e siècle, à Athènes. Milet est donc un signe, précisément même ce qui annonce l'événement, la nouvelle. Les physiciens milésiens portent et annoncent ce qui ne se produira qu'avec Platon et Aristote à Athènes. La ville donc possède toutes les conditions pour faire éclore la rencontre, les amitiés, le débat d'opinion. C'est précisément ce que Deleuze et Guattari, dans Qu'est-ce que la philosophie, vont appeler le milieu grec. Sauf que l'idée de miracle grec ne se contente pas de décrire la contingence d'un milieu. La logique du miracle, je dirais plutôt sa théologique, installe l'histoire de l'origine de la philosophie dans le régime de la nécessité, contre toutes les contingences. Il ne pouvait pas y avoir d'autre temps et d'autres lieux pour faire éclore ce qui demeure unique au monde, la naissance de la philosophie, comme signe de la naissance de la première grande civilisation mondiale, pour citer Paul Venn. Dans les Écritures chrétiennes, donc, le Nouveau Testament va mobiliser 3 termes pour spécifier ce qu'est un miracle. Le miracle est un acte de puissance, le miracle est un signe, et le miracle est également un prodige. Mais surtout, et c'est ce qui est intéressant, le miracle dans les évangiles apporte le salut, la guérison des infirmes, le pardon des péchés. Le miracle grec est donc l'affirmation prodigieuse d'un acte de puissance dont la philosophie est un des signes. Elle porte avec elle le salut, elle justifie. Le terme miracle grec circule, peut questionner dans toute tentative de raconter rétrospectivement donc l'histoire étonnante d'une pratique, la philosophie, ou de rappeler autoritairement les conditions de sa validité objective, c'est-à-dire ce qui fait sa vérité. Si joue non pas seulement donc la question de l'être de la philosophie, mais aussi une certaine histoire du salut, d'une justification, dont la philosophie constitue l'étonnante médiation. Alors de quoi devons-nous être sauvés ? On verra ça après. Sous la plume, l'expression miracle grec, on la retrouve en France sous la plume d'Ernest Renan, dans un texte que je vais vous lire et vous citer un peu longuement. Je ne devrais pas dire ce genre de choses, mais il est assez comique, donc je voudrais qu'on ait un peu ce moment de drôlerie ensemble ce matin. Donc ce texte, cette expression apparaît au XIXe siècle dans un livre de Renan intitulé « Souvenirs d'enfance et de jeunesse », rédigé en 1883. Donc Ernest Renan donc, est un historien des religions, historien du christianisme et du judaïsme, philologue et orientaliste. Et il raconte, alors qu'il est déjà âgé, cette impression que lui fit Athènes, plus jeune, lorsqu'il découvrit donc l'Acropole. Alors juste, il y a dans les cours de Deleuze à Vincennes, vous les trouvez en ligne, Deleuze à un moment raconte ce texte de Renan en fait, et manifestement tous les étudiants sont en train de rire, parce qu'il dit mais c'est très étrange d'avoir justement un auteur qui a toujours pensé le miracle du christianisme, le miracle du judaïsme, et qui d'un coup se retrouve à découvrir qu'il y avait un meilleur miracle, un miracle beaucoup plus puissant, celui de la Grèce antique. Donc écoutons Renan. Jusque-là, j'avais cru que la perfection n'est pas de ce monde. Une seule révélation me paraissait se rapprocher de l'absolu. Depuis longtemps, je ne croyais plus au miracle, dans le sens propre du mot. Cependant, la destinée unique du peuple juif, aboutissant à Jésus et au christianisme, m'apparaissait comme quelque chose de tout à fait à part. Or voici qu'à côté du miracle juif, venait se placer pour moi le miracle grec. Une chose qui n'a existé qu'une seule fois, qui ne s'était jamais vue,
qui ne se reverra plus, mais dont l'effet durera éternellement. Je veux dire, un type de beauté éternelle sans nulle tâche locale ou nationale. Je savais bien, avant mon voyage, que la Grèce avait créé la science, l'art, la philosophie, la civilisation. Mais l'échelle me manquait. Quand je vis l'Acropole, j'eus la révélation du divin comme je l'avais eue la première fois que je sentis vivre l'Évangile en apercevant la vallée du Jourdain des hauteurs de Cassioun. Le monde entier alors me parut barbare. L'Orient me choqua par sa pompe, son ostentation, ses impostures. Les Romains ne furent que de grossiers soldats. Celtes, Germains, Slaves m'apparurent comme des espèces de sites consciencieux mais péniblement civilisés. Cette révélation de la grandeur vraie et simple m'atteignit jusqu'au fond de l'être. Tout ce que j'avais connu jusque-là me sembla l'effort maladroit d'un art jésuitique, un rococo composé de pompes niaises, de charlatanisme, de caricatures. C'est drôle quand même. Il y a plein de passages très sympas en amont aussi du texte. Je vous invite à lire les souvenirs d'enfance et de jeunesse de Renan. Donc dans le texte de Renan, on va assister à ce qui se produit en Allemagne à la même époque, à la naissance d'une... En Allemagne va naître une Grèce allemande sous la plume des frères Schlegel, mais en France aussi va naître une espèce de Grèce tout à fait particulière en fait, où la Grèce devient précisément le paradigme de la civilisation. Cette Grèce dont nous parle Renan est fabriquée tout autant à partir de la mémoire singulière de l'auteur, autant qu'à partir donc de sa connaissance de la langue et des penseurs classiques. Et donc ce qui se joue en fait dans ce miracle grec que nous raconte Renan, c'est précisément un paradigme civilisationnel. Ce paradigme civilisationnel, que constitue donc la Grèce, recouvre le reste du monde du voile de la barbarie ou de la caricature. Et donc la Grèce est un miracle des origines. Ce qui s'énonce donc, sous l'idée de miracle grec, sous la plume de Renan, ce n'est pas la simple histoire prodigieuse du fonctionnement des institutions et des savoirs de la Grèce antique, c'est autre chose, c'est une théologie de la civilisation. Théologie de la civilisation, soit l'émergence sui generis, quasi divine donc, de la vérité de l'humanité, qui recouvrerait toutes les autres formes de vie culturelle, du sceau de la facticité et de l'arbitraire. Ce qui très concrètement signifie toutes les autres formes de vie culturelle ne peuvent se constituer comme figure de l'universel, ou encore, le miracle constitue un événement, un moment d'autofondation qui ouvre une tradition dont les héritiers devront être à la hauteur en s'abreuvant constamment à sa source. Théologie de la civilisation, donc, qui ouvre au salut. L'humanité se révèle à elle-même dans sa pleine vérité. Les barbares ont enfin été remplacés par les humains, et ces derniers ont montré la voie. La forme du miracle grec, donc, transforme la question de l'origine de la philosophie en une théologie de la civilisation. Cette théologie civilisationnelle perturbe singulièrement formes et contenus du signifiant philosophie, c'est-à-dire ce qu'il représente et évoque. Le signifiant philosophie, donc, n'est plus univoque, il se métamorphose. Il signifie autre chose que ce qu'il prétend désigner, et l'histoire qu'il se raconte, ce qu'on appellera l'histoire de la philosophie, justifie et achève la plurivocité de cette transformation. Ce qui m'amène à mon deuxième point, donc, à l'histoire des métamorphoses. Je ne parle pas trop vite. Ça va ? En fait, ça ne fait pas 40 minutes, je crois. Donc, dans certaines écritures philosophiques africaines contemporaines, va circuler une critique très nette du motif de l'origine de la philosophie, adossée au schème théologique du miracle grec. Il ne s'agit pas de contester dans ces écritures, là, il y a assoiffé de revanche et pétri de ressentiment, la puissance de ce qui se serait joué en Grèce au 5e siècle, mais il s'agit plutôt d'interroger la signification du rôle joué par la philosophie à l'intérieur du récit de ce miracle. Cette critique du motif du miracle grec s'est donnée corps dans un ensemble de discours sur le continent africain dès les années 60. En interrogeant l'histoire, européenne et excluante que cette discipline se raconte à elle-même et raconte donc aux autres, la philosophie, on peut déceler deux fonctionnements du signifiant philosophie. Deux fonctionnements du signifiant philosophie, donc, qui sont centraux et qui structurent cette théologie du miracle. Ces deux fonctionnements sont les suivants. À l'intérieur de cette théologie du miracle grec, on peut repérer déjà un fonctionnement métonymique du signifiant philosophie. C'est-à-dire que philosophie, dire philosophie, c'est prendre la partie pour le tout. Dire philosophie, c'est dire civilisation. Et on retrouve cette réflexion dans La crise du Muntu, justement, de Fabien et Boussi-Boulaga. Deuxième fonctionnement du signifiant philosophie à l'intérieur de cette théologie du miracle, le fonctionnement philosophie fonctionne comme un signifiant spéculaire. Il y a un fonctionnement spéculaire de l'idée de philosophie.
C'est-à-dire que poser le problème des origines de la philosophie, c'est non pas questionner l'histoire des commencements d'une forme discursive ou d'une figure épistémologique, mais c'est fabriquer plutôt une figure du sujet. Celle du sujet bâtisseur de civilisation, maître et possesseur de la nature, certes, mais aussi contemplateur des idées. Ce sujet va manifester un type d'excellence de l'humanité, dont la philosophie est le signe, pour reprendre les analyses de Mamoussé Diagne dans son texte de la philosophie et des philosophes en Afrique noire. Excellence de l'humanité, c'est dès lors avant tout l'excellence de l'homme grec qui se rejouera plus tard dans la figure de l'homme européen, dont la crise de Husserl, par exemple, est l'exemplification par excellence. Ainsi, sous le fonctionnement métonymique et spéculaire du signifiant philosophie, se repose la question de ce qu'est la civilisation, ou plus précisément, le problème de ceux qui l'ont et de ceux qui ne l'ont pas. La question, donc, quelle est l'origine de la philosophie, se retraduit et se métamorphose sous la forme suivante: qui possède la civilisation? Question à la fois de propriété foncière et de propriété terrienne. Celui qui possède le bien, la philosophie, évolue sur un sol civilisationnel, la Grèce et par suite l'Europe. Donc écrire l'histoire de la philosophie à partir de l'idée de l'origine consiste ainsi à reconnaître et authentifier des sujets porteurs de civilisation. Ceux qui se sont rapportés à eux-mêmes en défiant des transcendances figurées, sous la forme de Dieu, d'esprit, et en ne comptant que sur les seules ressources de la raison. La fable de cette métamorphose trace donc de multiples histoires et géographies de l'exclusion. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on peut contester ces histoires et ces géographies de l'exclusion. On peut le faire de deux manières, je crois. On peut le faire en cartographe ou en archéologue. Et je reprends ici les termes à Deleuze-Guattari, et plus précisément à Deleuze dans Critique et clinique, à partir du travail critique qu'il va opérer sur la psychanalyse. Donc on peut contester ces géographies et ces histoires de l'exclusion en adoptant une vision cartographique ou en adoptant une vision archéologique. La vision cartographique, c'est quoi? Je reprends Deleuze donc dans Critique et clinique. La vision cartographique est une vision dynamique où il s'agit de repérer des déplacements, des migrations, des remaniements et non pas des points d'origine. Elle s'oppose, cette vision cartographique, à la vision inerte qui est celle de l'archéologie. Vision de commémoration qui recherche l'origine. La psychanalyse, puisque c'est l'objet de la critique que mène Deleuze dans Critique et clinique, dans ce texte précis, la psychanalyse, à ce titre, est une archéologie liant profondément donc l'inconscient à la mémoire. Donc très concrètement, qu'est-ce que cela peut vouloir dire que de contester la rhétorique du miracle, en tout cas la théologie de la civilisation portée par l'idéologie du miracle grec, en mobilisant ces deux méthodes? On peut donc contester cette rhétorique du miracle de deux manières. Cartographique, je viens de le dire, ça consistera à repérer les itinéraires, les mouvements de migration, où le miracle, justement, prend juste la forme du hasard d'une rencontre. Il s'avère qu'il s'est produit ceci en Grèce, c'est contingent. C'est précisément le modèle, en fait, guattaro-deleuzien, qui est proposé dans Qu'est-ce que la philosophie ? Où précisément le schème de l'origine va être effacé sous celui de la contingence des connexions, qui va former le corps de la géophilosophie guattaro-deleuzienne. Mais on peut procéder aussi d'une autre manière, la manière archéologique, c'est-à-dire remonter à l'origine de l'origine, en prenant certes le risque de produire une métathéologie de l'origine, mais en se donnant la possibilité de contester définitivement la logique du miracle comme défense de la propriété exclusive. Cette logique qui consiste à dire qu'avant le miracle, il n'y avait rien. Ce modèle, et c'est celui qui m'intéresse, c'est celui de Cheikh Anta Diop. Celui de Cheikh Anta Diop dans Nations nègres et culture, et dans Antériorité des civilisations nègres, mythe ou réalité historique. Parmi ces deux voies, en fait, je vais analyser la seconde. C'est celle de Cheikh Anta Diop qui m'intéresse beaucoup plus. Et précisément celle où la tombe du pharaon, tout en figurant de multiples retours vers le passé, permet de remanier les itinéraires et les migrations de la philosophie. Et ce que je voudrais montrer, en fait, c'est, dans une contestation en fait, du modèle guattaro-deleuzien, c'est montrer que les archéologues font les meilleurs cartographes. Donc, Cheikh Anta Diop, c'est deux grands... C'est une œuvre extraordinaire par les relectures foisonnantes, folles, forcées, déplacées, auxquelles elle a donné lieu. Mais les deux ouvrages sur lesquels je vais me reposer, ce sont donc Antériorité des civilisations nègres de 1967 et Nations nègres et culture de 1955. Alors juste avant, pour introduire, puisque je vois que je parle vite et qu'on a du temps, en même temps c'est bien, ça laissera plus de place pour les autres paroles.
Mais je voudrais juste citer cette phrase de Césaire qu'on retrouve dans le discours du colonialisme, où Césaire justement présente Nations, nègres et cultures et dit pourquoi ce livre est si important en fait dans la construction des pensées noires de l'émancipation. En sachant qu'en plus, Cheikh Anta Diop a une histoire institutionnelle extrêmement violente, dénigrée en France. Un ensemble de livres ont complètement montré qu'on avait plus affaire à un idéologue qu'à un historien, et dénigré aussi au Sénégal, puisqu'il a eu des tensions constantes toute sa vie politique avec le président Léopold Sédar Senghor. Mais c'est une œuvre qui a reçu un écho extraordinaire et qui invite à un ensemble de réflexions. Donc juste les mots de Césaire dans le discours du colonialisme. Donc, je cite Césaire, « Je ne m'étendrai pas sur le cas des historiens, ni celui des historiens de la colonisation, ni celui des égyptologues, le cas des premiers étant trop évident. Dans le cas des seconds, le mécanisme de leur mystification ayant été définitivement démonté par Cheikh Anta Diop dans son livre « Nations, nègres et cultures », le plus audacieux qu'un nègre ait jusqu'ici écrit et qui comptera, à n'en pas douter, dans le réveil de l'Afrique. » Et donc, en gros, lire Cheikh Anta Diop, c'est évidemment, il y a la grosse thèse, les Égyptiens sont noirs, ils l'ont effectivement été, mais l'idée, c'est de voir à quel type de mystification ou quel type de mystification il essaie de démonter, il pointe et il essaie de démonter. Et c'est le Cheikh Anta Diop critique, plus que le Cheikh Anta Diop positif, voire positiviste, qui va m'intéresser. Donc ce qu'il s'agit de saisir dès qu'on lit Nations, nègres et cultures, publié en 1955, c'est non pas directement la thèse qui affirme la noirceur de l'Égypte pharaonique, mais plutôt la nature du démontage opéré par Cheikh Anta Diop, soit comment sont démontés un ensemble de mécanismes d'une mystification, et notamment celle du miracle grec. Le démontage qu'opère Cheikh Anta Diop dans Nations, nègres et cultures suppose 3 gestes. Le premier geste, et on verra d'ailleurs qu'il est complètement replié par Gilroy, qui ne cite pas Diop, mais c'est pas grave, il a le droit de ne pas le citer, mais l'Atlantique noir de Gilroy reprend un geste fondateur qui est présent dans Nations, nègres et cultures. Donc le premier geste de Cheikh Anta Diop consiste à montrer comment l'idée de civilisation, dans l'Europe moderne et romantique, repose sur une axiologie racialisée. Ce qui est bon est blanc, ce qui est mauvais est noir. L'idée de civilisation, donc, est gravée dans la chair de l'épiderme, la taille du crâne et les traits du phénotype. Elle est corrélée à la race. La race de la civilisation est blanche. Premier geste. Deuxième geste de Cheikh Anta Diop, il tente de réhistoriciser et de délocaliser, de migrer, pour le dire dans un langage guattaro-deleuzien, il tente de réhistoriciser et de délocaliser ce qui se présente sous la forme d'une théologie de la civilisation. En montrant les apports et les circulations des langues et des cultures entre elles, ce que la Grèce doit à l'Égypte par exemple, antériorité et migration deviennent donc des concepts centraux pour démonter toute une théologie de la civilisation qui se dessine sous le nom miracle. Et enfin, troisième geste diopien, déracialiser l'histoire et les géographies de la civilisation. Pour cela, 2 opérations sont à effectuer. Montrer qu'il existe des civilisations non pas seulement africaines, cela est admis, mais des civilisations africaines et noires. Deuxième opération de déracialisation, il faut mettre en lumière les pratiques de lactification, c'est-à-dire de blanchissement de l'histoire et de la géographie, soit démonter toute une historiographie orientaliste et africaniste, faisant remonter l'origine de toute trace de civilisation dans les mondes dits négro-africains, à ce que Cheikh Anta Diop va appeler un blanc mythique. Le blanc mythique, c'est le blanc à peau noire. Alors je cite juste la première page de Nations, nègres et cultures pour vous expliquer ce qu'est un blanc mythique. Les civilisations éthiopiennes et égyptiennes, malgré le témoignage formel des anciens, celles d'Ifé et du Bénin, du bassin du Tchad, celles de Ghana, toutes celles dites néo-soudanaises, Mali, Gao, etc., celles du Zambèze, Monomotapa, celles du Congo en plein Équateur, etc., d'après les cénacles de savants occidentaux, ont été créées par des blancs mythiques, qui se sont ensuite évanouis comme en un rêve pour laisser les nègres perpétuer les formes, organisations, techniques qu'ils avaient inventées. L'explication de l'origine d'une civilisation africaine n'est logique et acceptable, n'est sérieuse, objective et scientifique que si l'on aboutit, par un biais quelconque, à ce blanc mythique dont on ne se soucie point de justifier l'arrivée et l'installation dans ces régions. Pour être plus précise,
Quand Cheikh Anta Diop a commencé à analyser la manière dont les historiens africanistes ou autres ont commencé à expliquer les traces de civilisation sur le continent noir, ils vont toujours dire « Ah ben ça vient d'Asie mineure, ça vient, on doit certainement imaginer des Européens qui étaient là avant et qui ensuite sont partis. » Donc en gros, toutes les traces de civilisation sont rattachées à des mondes qui ne sont jamais noirs et qui ne sont jamais africains, mais qui sont toujours extérieurs à l'Afrique. Donc quand il y a de la civilisation en Afrique, c'est toujours en extériorité à l'Afrique elle-même. Ainsi, le travail de Cheikh Anta Diop va consister à rechercher la trace de ce qui a été effacé, à démonter l'axiologie raciale sur laquelle repose cette pratique d'effacement qui signe la marque des formes politiques de la domination, qui ont été celles de la colonisation, par exemple. Il y en a eu d'autres. Rappelons que la parution d'ailleurs de Nations nègres et cultures date de 1955. L'Afrique à cette époque n'est pas décolonisée. Je cite Cheikh Anta Diop. « La vérité, c'est ce qui sert, et ici ce qui sert le colonialisme. Le but est d'arriver, en se couvrant du manteau de la science, à faire croire aux nègres qu'il n'a jamais été responsable de quoi que ce soit de valable, même pas de ce qui existe chez lui. » Ainsi, la critique diopienne de ces mystifications n'est pas l'expression affective d'un narcissisme blessé, forçant l'existence de civilisations là où on ne devrait voir apparaître qu'un champ de ruines. La critique prend la forme d'une enquête archéologique, rechercher non plus seulement une présence africaine, mais une présence noire, bâtisseuse de civilisation. La thèse de l'Égypte noire, berceau de civilisation, à côté de la Grèce antique, mais aussi avec elle, mêlée en elle, est l'aboutissement de cette enquête, visant à produire une historiographie déprise d'une grille racialiste, pour ne pas dire raciste. Démonter la thèse du miracle, c'est donc cesser d'intérioriser les fables de l'infériorité raciale qui ordonnent l'écriture du savoir. Cette option n'a rien d'un triomphalisme ou d'une tentative de survalorisation culturelle et raciale. Elle ouvre la voie à des approches déconstructivistes qui débusquent et minent la composante raciale inavouée qui est à l'œuvre dans la formation de certains concepts et de certaines formations épistémologiques. En parlant d'une Égypte noire, et d'ailleurs en parlant d'une Égypte noire qui, comme la Grèce, connut par la suite une histoire prodigieuse de mélange que ne nie aucunement Cheikh Anta Diop, peut se reconstruire également une Égypte matricielle au cœur d'un projet politique et culturel de renaissance africaine, un ensemble de projets politiques donc qui sont repris par une partie de la jeunesse et d'intellectuels sur le continent aujourd'hui, sur le continent africain et dans les diasporas africaines en France. Donc que faut-il tirer de cette lecture de Cheikh Anta Diop pour le problème que j'ai posé au début de cette conférence, à savoir l'histoire de la philosophie et la question des origines. Ce que nous suggère Cheikh Anta Diop, donc, c'est une écriture critique, déracialisée, c'est-à-dire qui n'est pas toute blanche, de l'histoire de la philosophie. Déracialisée, ça veut dire non pas aveugle à la question raciale, mais ne reposant pas sur des hiérarchies raciales ou en les reproduisant de manière souterraine. Donc de manière paradoxale, déracialiser signifiera chez Diop repérer les traces des présences noires recouvertes par les mythologies blanches. Déracialiser, donc, c'est noircir rigoureusement. Sur le plan philosophique, donc, il s'agira d'opérer un immense travail de traduction. Toute l'œuvre de scientifique de Diop est une réflexion sur la traduction. Non pas pour savoir si le terme philosophos trouve son équivalent dans la pensée égyptienne, mais pour repérer le motif érotique, fluent, mouvant, d'une union de l'amour et de la pensée qui ne s'est pas jouée qu'en Grèce. C'est ce que fait en un sens, d'une manière que je critiquerai, mais je n'ai pas le temps de le faire ici, mais c'est ce que fait en un sens l'égyptologue et philosophe congolais Théophile Obenga. Il va mobiliser une description d'Antef, un pharaon de la 11e dynastie, pour assurer justement l'existence d'une connexion entre le cœur et le savoir, qui peut fournir une exemplification du travail philosophique dans la Grèce pharaonique. Mais contrairement aux écritures des courants afrocentriques, relire Diop ne doit pas inviter ici à donner corps à une nouvelle querelle des origines, qui furent les premiers, qui fut la matrice, les Grecs ou les Égyptiens, etc. Mais bien plutôt, le retour à l'Égypte opéré par Diop permet plusieurs choses, et particulièrement plusieurs choses dans le champ de cette discipline qu'est la philosophie. Tout d'abord, faire dérailler avec bonheur les topographies de la philosophie. Ensuite, multiplier les contenus de son signifiant jusqu'à saturation, voire jusqu'à l'absurde. Et enfin, refuser de cantonner dans la mythologie des intraduisibles, le signifiant philosophie, cette mythologie des intraduisibles, finalement, aboutissant à répéter et à reconduire une logique de propriétaire foncier, dont il me semble que la philosophie de Heidegger est l'exemplification, là aussi, la plus manifeste.
À ce titre, il faut lire Diop non plus seulement en archéologue, mais peut-être aussi en cartographe, pour reprendre les concepts de Deleuze. Et peut-être même montrer que, dans un contexte marqué par la colonialité du savoir, il n'y a pas de cartographie possible de la philosophie sans une bonne archéologie, soit une déracialisation des mythes de l'origine. Voilà ce que produit l'archéologie, la déracialisation. Quand on relit le chapitre Géophilosophie de Qu'est-ce que la philosophie de Deleuze-Guattari, on peut s'étonner de l'étrange linéarité de la cartographie philosophique qui est proposée. Les migrants philosophes, nous disent Deleuze-Guattari, venus à Athènes, finissent par ne plus bouger. La connexion grecque fait du surplace et s'enracine dans l'autochtonie européenne, qui se resserre sur 3 nations conquérantes, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Si la logique du miracle est déjouée dans l'écriture guattaro-deleuzienne, le monde philosophique demeure pour eux gréco-européen. Et ce qu'il s'agit de saisir dans l'histoire philosophique de l'Europe, c'est toujours une répétition de la rencontre entre amitié et pensée qui s'est nouée pour la première fois en Grèce et qui se répétera en Europe donc. Dire que l'histoire grecque de la philosophie est contingente, ce que font Deleuze et Guattari, ne mine aucunement le lexique de l'exclusivité, et mieux même de l'exclusivité prodigieuse. Dans le modèle cartographique guattaro-deleuzien, 2 figures se font face. Celle de l'Indien, celle de l'Égyptien. L'Indien va être valorisé, figure nomade donc, qui crée des chemins, alors que précisément le pharaon d'Égypte, et là c'est plutôt un passage de critique clinique, le pharaon d'Égypte apparaît pétrifié dans son tombeau et ressasse les bribes d'une mémoire monumentale. Un tombeau royal, maculé du sang des esclaves, qui l'ont construit, n'enfante aucun devenir dans le texte guattaro-deleuzien, et certainement pas un devenir philosophique. On ne tire rien de fécond de rien avec le tombeau des pharaons. Or, l'enquête critique de Diop, qui se confronte justement à la colonialité du savoir, permet d'imaginer autrement les tombeaux d'Égypte, en montrant qu'ils sont déjà symboliquement peuplés d'Indiens, fantômes de vivants, spectres, échos de prières, brumes d'encens et de fleurs de lotus, momies qui tentent le passage de la vie vers l'autre vie, etc. Donc, loin de fétichiser le point de départ, le tombeau de Pharaon permettrait de montrer qu'il y a eu plusieurs départs. Parfois, ces départs se recoupent, c'est l'histoire du métissage Grèce-Égypte. Parfois, ils ne se recoupent pas et tracent d'autres cartographies érotiques, désirantes, ailleurs en Europe certainement, mais aussi en Afrique. La tombe du pharaon, au bas de la pyramide, n'est donc pas inerte, contrairement à ce que disent ou à ce que dit Deleuze. Elle est le lieu précisément d'une autre connexion, d'où partent d'autres migrations. Nations nègres et cultures de Cheikh Anta Diop tentent de tracer les voies d'autres migrations, du savoir qui ont emprunté des routes qui ne sont pas nécessairement celles de l'Europe. À partir de Cheikh Anta Diop, donc, il est possible de produire une cartographie de la philosophie qui cesse de mobiliser l'idée d'origine comme un fétiche, qui renonce donc à sa métamorphose en théologie de la civilisation. Le fétiche, chez Freud, qui rappelle ce dont il est le signe, est érigé toujours au signe de la toute-puissance, comme substitut du phallus pour la femme. Une toute-puissance à laquelle on croit, à laquelle on ne souhaite pas renoncer, mais qui ne repose sur rien. Et tel est le fonctionnement de l'idée d'origine dans l'historiographie philosophique qui répète le miracle grec. Démonter l'idée du miracle, ce sont mes derniers mots, démonter l'idée du miracle, donc, comme origine de l'apparition de la philosophie, c'est renoncer donc à la composante raciale et nostalgique de l'historiographie philosophique. Le recours incessant à l'image du miracle, n'ayant en effet qu'une seule et unique finalité, reproduire le récit colonial de la toute-puissance perverse, celle qui, dans l'acte de mise à mort, promet le salut. Je vous remercie. Merci beaucoup. Peut-être qu'on va laisser place à des questions. J'ai mis juste une photo une reproduction de Képhren, un des grands pharaons noirs de la 4e dynastie. C'est vraiment... Il est magnifique. Alors, y a-t-il des questions? J'ai une question alors, naïf, mais quelle distinction vous opérez alors entre philosophie et savoir? Parce que j'ai l'impression que vous les utilisez comme synonymes. Je ne sais pas si vous avez le temps d'expliquer ça, mais j'ai parfois l'impression qu'on glisse d'un terme à l'autre. Est-ce que tout savoir est nécessairement philosophique? C'est une relation d'appartenance ou... Alors déjà, il y a 2 choses. Bon, la philosophie n'est pas un savoir, très nettement. Et disons que je ne définis pas... La seule chose qui m'intéresse, en fait, je l'ai
le texte est un peu plus long, c'est de montrer, c'est de penser la philosophie vraiment comme ce que dit Deleuze au moment d'une rencontre entre amitié et pensée, ce que dit Deleuze-Guattari dans Qu'est-ce que la philosophie ? Et en gros, l'idée, c'est de montrer que, et c'est le moment où je citais Théophile Obenga, de montrer qu'il y a eu d'autres connexions d'amitié et de pensée. Et Théophile Obenga va parler du lien entre, je n'ai pas cité le texte, mais entre cœur et savoir. Donc, ce n'est pas la question du savoir ou de la philosophie identifier un savoir qui m'intéresse, mais c'est les moments, finalement, d'autres espaces ou de production désirante qui fait qu'on s'est mis à aimer quelque chose de l'ordre de la vérité. Et ce qui m'intéresse, en fait, dans ce texte, c'est pas vraiment de... Je suis entièrement indifférente, je vais dire de manière très désinvolte, mais à la question de la définition de la philosophie. Je suis totalement indifférente, même au devenir de la philosophie. Et c'est pour ça que c'est intéressant de lire chez Anta Diop au miroir de Deleuze, puisque Deleuze, lui, se sent responsable finalement d'un devenir qui, moi, m'indiffère d'une certaine manière. Et par conséquent, la question de savoir ce qu'est la philosophie n'est pas au centre de cette réflexion. Mais après, dans ce texte, ce qui m'intéresse, c'est cette connexion entre amitié, savoir, amour, savoir, mais il n'y a pas de production, de définition de la philosophie simplement comme sagesse ou savoir, ou, etc. Donc, au vu de votre explication, est-ce qu'au final, Cheikh Anta Diop a proposé un concept en lien avec la philosophie telle que comprise dans le monde gréco-romain? Le concept de philosophie, c'est un concept grec. Est-ce que Cheikh Anta Diop, vous dites qu'il a pensé amour, amitié, amour. Ok. Est-ce que dans sa pensée, il a inventé un concept pour équilibrer un peu, pour qu'on dise qu'il y a eu aussi une pensée ou une philosophie dans le monde noir ou africain en général? Alors, la connexion amour-amitié, amour-pensée, c'est pas chez Cheikh Anta Diop que je l'ai prise, c'est chez Théophile Obenga, qui lui est philosophe, c'est un compagnon de route de Cheikh Anta Diop, un disciple, mais pas un disciple écrasé, c'est-à-dire vraiment un compagnon de route intellectuel, et c'est ça que je reprenais. Après, vous avez toute une réflexion de Cheikh Anta Diop sur le statut de la philosophie du miracle grec dans le grand livre que je n'ai pas cité ici, c'est pas celui qui m'intéressait, dans Civilisation et barbarie. Mais après, je voudrais juste dire une chose, en fait. Cheikh Anta Diop va toujours dire, il y a eu du savoir, il y a eu de la philosophie, mais ce qui m'intéresse, c'est de sortir de cette question du est-ce que nous aussi, nous avons eu de la philosophie ? Et ma lecture de Diop, elle ne vise pas... je ne suis pas afrocentrique. Je pense que pour ce genre de réflexion, il faudrait aller plus du côté de Molefi Keita Santé ou Amama Zama, qui, eux, en fait, vont essayer de dire, voilà, précisément, ce qu'est la philosophie. Nous avons la math en Égypte, et c'est à partir de cette matrice-là, en fait, que nous allons reconstruire un concept proprement égyptien et par suite africain de philosophie. Mais ce qui m'intéresse, moi, dans la relecture de Diop, c'est pas une lecture afrocentrique de Diop visant à une survalorisation culturelle et raciale consistant à dire « Regardez, nous aussi, nous avons eu de la philosophie en Afrique, etc. Il n'y a pas que les Grecs. » Ce qui m'intéresse, c'est juste de tout brouiller, en fait. Et de montrer d'une certaine manière qu'après tout, des amoureux du savoir, puisque ce n'est que ça, la philosophie, c'est un amour du savoir qui produit un certain vertige, qui ne produit pas toujours des énoncés de vérité. L'histoire de la philosophie que nous apprenons à l'université, c'est presque une histoire de contre-vérité, j'ai envie de dire, en fait. Mais cette histoire-là, en fait, d'amour de la pensée, elle n'est pas exclusive, en fait. Et elle a pris d'autres formes qui peuvent se retrouver aussi sur le continent. Donc moi, je voudrais peut-être aussi... là, je n'ai pas eu le temps de le faire à un moment, mais la question... Je pense que c'est une question presque... On reste dans la gangue heideggerienne si on se demande simplement si le terme philosophos est un intraduisible ou peut être traduit, en fait. Et je voudrais sortir, en fait, de cette question de la traductibilité ou non du terme philosophie. Au sens où on peut tout à fait penser des connexions amoureuses sans passer par un terme fixé, etc. Et sans être dans un ensemble de repérages. Et autre chose aussi, ce qui est intéressant avec Diop, c'est que finalement, en pensant l'antériorité des civilisations nègres en Afrique, il invite simplement à dire que l'enjeu pour nous, c'est de se défaire de tout système de référence. C'est-à-dire non pas partir d'une référence, le terme philosophos, et voir comment il se reconduit en amont ou en arrière, mais brouiller complètement les systèmes de référence. Et c'est ça que je trouve intéressant. Parce que même quand on commence à travailler sur les philosophies islamiques en Afrique, on parle d'une histoire de traduction qui trouve sa source chez Aristote et Platon. Chez Aristote et Platon, pardon. Je suis fatiguée.
Ça y est, on commence à brouiller. En fait, il y a d'autres archives. Je vais vous révéler d'autres auteurs qui ont existé dans la Grèce antique. Mais là aussi, il y a toujours ce point de départ. Et ce que je trouve intéressant dans les relectures qu'on peut faire de Diop, c'est la contestation d'un système de référence et d'un point de départ. Après, où ça mène ? Ça mène au moins à une chose, à déracialiser, en tout cas, l'histoire du savoir. Et ça, je trouve que c'est déjà très, très important. C'est un schéma critique, peut-être, pas positif, mais cette déracialisation, elle me semble fécondante, en tout cas. D'accord. Bon, allez. Permettez-moi de sortir un peu du cadre. Je voudrais vous poser une question et avoir un peu votre avis sur la question. Je sors un peu du cadre de réflexion et tout cela. Je ne suis pas adepte de la théorie du complot, quoique, bon... Ah, vous dites que vous êtes adepte, alors. Le quoique vient. Ok. Je voudrais parler de la disparition de Cheikh Anta Diop. Ah. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez savoir si la CIA, etc. Parce qu'il a disparu dans un accident d'avion, on a dit. Comme ça. Je dois vous avouer que j'ai pas de... Je me suis pas intéressée à la théorie je me suis pas intéressée à la mort de Cheikh Anta Diop. Ah. Mais je crois que j'aurais rien d'intelligent à dire, en fait. Par rapport à ces travaux et sa mort soudaine, disparition, qui n'intéressait pas un peu une certaine personne. Donc on l'a fait. Allez-y, allez au bout de votre pensée. Je ne dirai pas les mots que vous cachez à votre place. Non, je voudrais simplement dire qu'il a été assassiné, c'est tout. Oui, moi je sais pas, je sais pas, je peux pas parler en tout cas de la mort physique de Saint-Gor. De la mort physique de la mort physique de... Non, mais c'est un penseur. Je peux pas parler de la mort physique de Cheikh Anta Diop, mais je peux parler de ses renaissances multiples, en fait. Et ce que je trouve intéressant, en tout cas, dans le cadre de cette réflexion Corpus Africana, c'est de relire un auteur qui est pas seulement mort de manière accidentelle ou intentionnelle, comme vous le dites, dans un accident terrible, mais aussi la manière dont on construit et on tue institutionnellement aussi des pensées. Bien sûr qu'il faut avoir un rapport critique à l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Moi, je sais que j'ai du mal avec les auteurs très positivistes, et il y a quelque chose de très positiviste, ancré aussi dans une anthropologie physique qui est extrêmement problématique dans son œuvre, mais c'est toujours très intéressant, en fait, de le relire dans toute la veine critique qu'il a ouverte, en fait. Et de la même manière, je sais pas, ça me fait toujours rire de voir la manière dont on considère le savoir. Je lis des auteurs, j'adore la pensée allemande du 19e siècle, je lis des auteurs romantiques qui sont très racistes, qui sont extrêmement violents, qui ont dit énormément de bêtises, mais on va toujours considérer que ce sont des monuments de la pensée. Et je considère que ce sont aussi des monuments de la pensée. Mais je vois que quand il y va d'un auteur comme Cheikh Anta Diop, il y a toute une entreprise finalement d'effacement, de destruction, qui fait qu'on n'arrive peut-être même pas à considérer que il y a quelque chose de très très fort qui s'est joué, malgré tout un texte, en fait, qui mériterait d'être questionné. Et réintégrer ces auteurs dans l'institution, en fait, ça ne veut pas dire les rendre inoffensifs, mais ça veut dire enfin opérer le travail critique qui n'a pas été rendu possible par leur éjection et leur aplatissement et leur oubli, en fait. Donc c'est ça, en fait, faire renaître Cheikh Anta Diop, c'est peut-être essayer de pas en avoir simplement une lecture afrocentrique qui me paraît trop forcée, puisqu'il s'agit toujours de se dire Cheikh Anta Diop a toujours eu raison. Non, ça n'a pas d'intérêt de lire les auteurs de cette manière. Mais d'essayer de voir justement comment Cheikh Anta Diop permet, dans les problèmes qu'on se pose, d'apporter une boîte à outils, comme dirait Foucault, pour démonter un ensemble de stratégies discursives ou de connexions savoir-pouvoir. Et donc moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est de faire une lecture diopienne de Deleuze et Guattari. C'est-à-dire que parmi les grandes œuvres qui ont tenté justement de démonter la théologie du miracle, je pense que qu'est-ce que la philosophie en est une. Mais si on lit bien le texte il est extrêmement problématique. La manière de penser le concept, d'opposer concept et figure, la manière de retracer des connexions finalement philosophiques qui font un lien entre la Grèce et l'Europe. Et même si Deleuze-Guattari disent toute l'histoire que nous vous racontons est strictement contingente, il y a cette distinction. Dire contingence n'est pas abolir la nécessité.
vous avez ces deux concepts fondés par Leibniz qui distinguent la nécessité absolue de la nécessité hypothétique. Et je pense en fait qu'il y a quelque chose de l'ordre de la nécessité hypothétique qui se dessine dans l'histoire contingente de la philosophie qu'on va retrouver dans la géophilosophie guattaro-deleuzienne. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire une lecture diopienne de Deleuze-Guattari en montrant que les effacements, en fait, liés à la colonialité du savoir, exigent à un moment que tout bon cartographe se fasse d'abord archéologue, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a été effacé et pourquoi cela a été effacé. Et c'est ce qui m'intéresse, en fait. Merci. On va, oui, peut-être monsieur avec une dernière question et après, oui. Bon, alors, oui. Non, mais monsieur, si, mais on a quelques minutes de toute façon. Merci. Quand vous avez parlé de Cheikh Anta Diop, vous avez parlé de sa volonté de démonter la mystification. Et vous avez dit que ces idées ont été reprises par monsieur Ancêtre. Je n'ai pas bien compris, le Roy, je crois. Voilà. Laissons les citer. Oui, non, j'ai parlé peut-être un peu vite. En fait, ce que je disais, c'est que le premier moment du travail critique, consistant à montrer comment l'idée de civilisation dans l'Europe moderne et romantique repose sur une axiologie racialisée, va être au centre en fait de l'Atlantique noir, de ce texte de Gilroy, où justement Gilroy va montrer que toute une histoire moderne finalement de la pensée européenne en fait repose sur l'idée que le noir n'est rien, enfin sur une ontologie qui est aussi une axiologie, le noir n'est rien, le blanc est tout. Le noir est sans valeur et le blanc est avec de la valeur. Et c'est à partir de cela, en fait, que Gilroy va relire toutes les circulations atlantiques, etc., dans l'Atlantique noir, c'est-à-dire toutes les productions culturelles et toutes les pratiques qui vont précisément contester cette axiologie racialisée de la modernité, en fait. Et ce que je disais, que c'était intéressant de voir que cette idée qui est très forte, finalement, et qui structure l'œuvre de Cheikh Anta Diop, est aussi présente, finalement, dans la pensée gilroyienne, mais que Cheikh Anta Diop est un auteur qui n'est pas cité. Alors il ne s'agit pas toujours de dire « Ah, regardez, il a écrit ça, il ne l'a pas cité », là aussi ça n'a pas d'intérêt. Mais par exemple, il y a aussi une autre dimension, je n'ai pas du tout cité une œuvre qui a été extrêmement importante dans ce débat, en fait, mais qui ne travaille pas sur l'Égypte noire, mais qui travaille plutôt sur la lactification de la Grèce, c'est celle de Martin Bernal dans Black Athena, en fait, qui a été un livre extrêmement important. Il y a 2 tomes. Le premier, c'est 1987, et le deuxième, je crois que c'est le début des années 90. Et vous en trouvez une édition complète chez Présence africaine. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que Bernal, là aussi, ne fait mention, dans le premier tome de 1987, décidément, ne va faire mention qu'une seule fois de Cheikh Anta Diop. Et je trouve que c'est intéressant de se dire, mais pourquoi, justement, cette œuvre-là qui est quand même assez centrale, vu le propos qui est celui de Martin Bernal, est là aussi mise un peu de côté, en fait. Ah, pardon, excusez-moi. En fait, moi, j'avais entendu repris par Gilroy sans citer. C'est pas, je voulais savoir s'il y avait des citations déjà. Ben, la deuxième chose, c'est donc juste pour vous personnellement, parce que vous voulez brouiller les pistes. Alors, dans l'Afrique d'aujourd'hui, qui est le continent battu, l'Afrique aujourd'hui est le résultat d'un continent battu de tous les continents, puisque nous ne sommes que ce qu'on a décidé depuis les conférences. Alors pourquoi vous n'êtes pas plutôt dans la démarche de Cheikh Anta Diop? Pourquoi voulez-vous brouiller les pistes? Après, je trouve normal que pour un continent qui veut se reconstruire, qui s'appuie sur l'histoire. Brouiller les pistes, ça avait un sens précis, c'était par rapport à une discipline en fait. Donc c'était pas par rapport au devenir d'un continent, dont je ne vais pas parler. Mais la question, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je suis contente de faire de la philosophie, particulièrement en France. C'est une passion nationale, la philosophie dans notre pays, je crois, en fait. Et comment dirais-je, l'histoire de cette discipline, en fait, la construction de la philosophie comme discipline sur le plan historique est codifiée de manière axiologique, je crois, en France, de la fin du XIXe siècle à aujourd'hui. Elle a partie liée avec l'histoire de la construction d'une nation, avec la constitution, là aussi, de la Troisième République. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans cette histoire, c'est comment produire du dissensus critique. Et je pense qu'opérer une relecture, finalement, de Cheikh Anta Diop aujourd'hui, dans le champ disciplinaire, qui se nomme philosophique, c'est justement commencer à brouiller les pistes et constamment, finalement, contester un certain récit narcissique, finalement, que la philosophie, de manière très complaisante, se raconte à elle-même. Et c'est ça ce que j'entends par brouiller les pistes, en fait. Et je vous dis, après, la grande leçon pour moi, c'est celle vraiment de Fabien Eboussi-Boulaga.
quand il dit à un moment, quitte à évoluer dans un espace sans nom, j'adore cette phrase, je crois qu'elle est dans la première partie, dans la préface d'ailleurs de la crise du Muntu. Et ce qui m'intéresse, c'est pas tant de savoir, je me sens pas responsable du devenir de la philosophie, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment porter jusqu'à saturation, en fait, la multiplicité des signifiants de ce terme pour voir ce qui reste, quitte à ce qu'il ne reste rien, en fait. Juste pour finir par rapport à la crise de Muntu, c'est dommage parce qu'il vient de mourir là. Oui, il est mort, mais bien sûr. Ben, j'aurais bien voulu lui poser une question par rapport à la crise de Muntu parce que le Muntu n'est pas encore arrivé. C'était la crise de l'homme. Mais le Muntu, il a toujours été là. Hein. Mais le Muntu, comme le rappelle Boulaga, c'est un être historique qui est fabriqué par... c'est pas justement pas l'homme en général, c'est pas l'homme de l'humanisme, mais c'est un être humain fabriqué par une condition historique qui est celle de la violence et qui n'a pas eu et qui s'est pensé à partir d'un ensemble de concepts, de formations discursives qu'il n'a pas eu l'initiative de créer. Et en gros, la question c'est de cet état-là, de cette situation du Muntu, comment pense-t-on les conditions à partir desquelles on peut justement produire notre autonomie, c'est-à-dire penser par soi et pour soi en fait. Donc le Muntu est toujours là. Après, la question de savoir comment il se libère, quels sont les outils qui sont les siens pour précisément cesser de se vivre comme négativité, je dirais. Alors, merci. Non, Lina? C'est une question rapide. Cette idée aussi de faire les origines, on peut la trouver peut-être... Il y a une autre stratégie qui serait celle de Boussi-Boulaga, des dialogues de lieux. Donc je voudrais savoir si tu la vois comme... Enfin, je crois que c'est une autre forme de faire de la cartographie. Peut-être la différence, mais je ne connais pas la pensée de Diop, c'est qu'il y a un impasse très très fort sur l'axe spatial. Dans celle de Diop, je crois que les stratégies, c'est plutôt remonter vers l'axe temporel, historique, et faire éclater l'idée d'une histoire une pour montrer qu'il y a plusieurs temporalités. Tandis que chez Boussy, ça serait plutôt faire partir des endroits spécifiques et faire éclater l'idée d'origine de cette manière. Mais je ne sais pas s'il y a plutôt une connexion. Enfin, comment tu vois cette... En fait, c'est en partant de... La stratégie pour moi, c'est de partir de faire une lecture diopienne de Deleuze-Guattari, précisément pour montrer en fait que le dialogue des lieux suppose des archéologues. Et je voulais justement pas déconnecter fondamentalement la perspective à la fois historique de la perspective géographique et montrer qu'à partir du moment où on pose la question de l'origine, on pose tout à la fois la question du lieu et de la date. On pose tout autant la question de l'événement en fait que celle de la provenance. Et donc effectivement, si on lit chaque antérieur, moi je force la lecture de Diop, mais je ne le lis pas en auteur, j'en fais pas un auteur afrocentrique en fait. Ce que je montre finalement, c'est que dans le paradigme de l'antériorité, ce que Diop a de génial, c'est qu'il nous permet finalement de penser d'autres circulations qui sont allées en Grèce. Diop ne critique pas du tout, n'humilie pas l'histoire des savoirs européens en fait, mais montrer qu'il y a eu d'autres routes, d'autres circulations en fait. Ce qui fait que même quand on parle, et c'est ce que je disais tout à l'heure, d'une histoire finalement de la pensée dans les mondes, je sais pas, arabes ou même dans l'Afrique islamique en fait, qui est aussi noire, hein, on va toujours remonter à l'origine grecque en fait. Or Diop, en essayant de déplacer, de pluraliser les points de départ, montre finalement que on peut remanier toutes les cartes en fait. Donc l'archéologue, le bon archéologue, c'est celui qui permet de remanier toutes les cartes, de faire penser, d'imaginer un ensemble de circulations, quitte finalement à les fantasmer, pourquoi pas. Je suis plus sûre d'être du côté de la vérité en fait, mais quitte à les fantasmer, quitte à les recréer, quitte à les attester effectivement avec des tombeaux de pharaons, etc., ou je sais pas, des plumes d'indiens pour reprendre Deleuze, je n'en sais rien en fait. Mais l'idée en fait, c'est que justement, il s'agit de connecter ensemble à la fois le travail archéologique et le travail cartographique. Et ce qui m'intéresse dans l'archéologie, en fait, c'est pas le fétiche de l'origine, mais c'est que le travail archéologique de Diop, il est rendu nécessaire par la colonialité du savoir. C'est-à-dire que, confronté à la violence des effacements, en fait, tout bon cartographe doit se faire archéologue. Et c'était ça, en fait, l'idée. C'est pour ça que j'en reste à l'idée que l'archéologue Diop est un excellent cartographe, qui fait dialoguer les lieux, donc. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.